Et pour en parler, on accueille notre invité, c'est vous, Pieter de Jong. Bonjour à vous, vous êtes vice-président de Thémis et ancien colonel des troupes marines. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Poutine, Lord of War, le retour des boyards aux éditions du Marais. Merci d'accepter l'invitation de France 24. L'annonce du président Diomaye Faye, elle était prévisible dans la mesure où, lorsqu'il était déjà candidat et en campagne au Sénégal, il a toujours plaidé pour la souveraineté pleine et entière de son pays. C'est une promesse de campagne qu'il va évidemment tenir. Le contexte s'y prête et bien sûr il va le faire. Alors on sent que c'est pas, pour l'instant on n'est pas sur un modèle, je dirais, remise en cause des accords de défense que la France a avec le Sénégal, mais on est sur la fermeture de la base française qui est installée au Sénégal depuis évidemment très longtemps. Mais ça veut dire alors qu'elle pourrait prendre quelle forme la prochaine relation en termes de défense ? Alors avec le Sénégal, bien évidemment, il y aura une relation qui pourra se fonder sur les accords de défense et les accords de coopération. Mais ces accords de défense ne comporteront pas le positionnement d'une base militaire ou même d'instructeurs ou même de structures militaires françaises sur le sol sénégalais. Donc là, on va vraiment vers une stratégie, je dirais, souverainiste ou souveraine qui est évidemment respectable et est ainsi faite. Et les Sénégalais ont été extrêmement clairs durant toute leur campagne. Et dans le même temps, il n'annonce pas de calendrier, le président Diomaye Faye. C'est peut-être un signe aussi qu'il peut rediscuter de cette décision avec Paris et qu'il peut faire marche arrière ou pas du tout ? Alors aujourd'hui, on est en plein maelstrom, comme on dit. Pourquoi ? Parce que, d'abord, rappelons-nous, il y a quelques jours, il y a eu des élections législatives au Sénégal qui ont conforté l'élection présidentielle qui a précédé quelques mois auparavant. Donc là, aujourd'hui, le gouvernement sénégalais recrée une nouvelle politique. Donc ça ne se fait pas en quelques minutes et j'imagine qu'il y a plein de sujets à traiter. La deuxième chose, il y a un cadre général, un cadre global qui fait que les Sénégalais, comme tous les pays africains, constatent qu'il y a une discussion sur un redéploiement potentiel des forces, en tout cas, une espèce de rétraction du dispositif qui est assez majeure, puisque, comme vous venez de l'évoquer, Monsieur Bockel préconise qu'il n'y ait plus qu'une centaine de soldats par site. Au lieu de 350 aujourd'hui, si on prend simplement la situation au Sénégal. On sait également que le président Diomaye Faye se rendra en Russie début 2025. Le fait de remercier les Français, c'est pour laisser le champ libre à une autre puissance étrangère, Moscou par exemple ? Alors, vous allez tout petit peu trop vite, à mon avis, c'est pas impensable, mais encore une fois, les Sénégalais ont été très clairs et ont très clairement affirmé qu'un départ des bases françaises du Sénégal n'allait pas entraîner automatiquement une arrivée d'une base russe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le cadre global est vraiment en faveur des Russes pour toute une série de raisons. Les sommets Russie-Afrique sont fonctionnels et aujourd'hui, Poutine reçoit systématiquement l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent. Donc aujourd'hui, il y a la création d'une espèce de diagonale du fou qui part de la Libye, qui descend vers le Mozambique, et de l'autre côté, l'horizontale qui part du Soudan, qui passe par le Tchad, qui passe par les pays du Sahel, et le point d'aboutissement, ça pourrait être le Sénégal, qui pourrait être la future base russe sur l'Atlantique. Donc on se dirige aussi vers un partenariat peut-être beaucoup plus étroit entre Dakar et Moscou. C'est presque obligatoire parce qu'aujourd'hui les Russes sont extrêmement actifs sur le sujet, avec Lavrov qui fait des voyages réguliers, évidemment, puis un personnage que personne ne connaît, qui est l'homme clé, si vous voulez, ou l'homme orchestre de cette activité, je dirais, pro-russe en Afrique, qui s'appelle Ozerov. Et Ozerov voyage très régulièrement en Afrique, rencontre absolument tous les chefs d'État, et aujourd'hui, ils ont des propositions qui sont extrêmement intéressantes pour les États africains. Pourquoi ? Parce qu'elles respectent d'une façon générale la souveraineté. Donc en fait, on est sur un modèle, on a supprimé le mot aide, et on travaille en forme de partenariat, de présence. Donc c'est de l'influence par la sécurité. Et dans ce domaine-là, les Russes, très clairement, on le vend en poupe. Mais de quoi pourrait-il profiter au Sénégal concrètement ? Le port de Dakar, principalement. Aujourd'hui, c'est l'ouverture sur l'Atlantique. Vous savez que les Chinois ont les mêmes discussions actuellement avec les Gabonais. Donc c'est vrai qu'un port sur l'Atlantique permettrait aux Russes, le port de Dakar, contrôlé peu ou prou, en tout cas avec une forme d'exclusivité sur le port de Dakar, permettrait aux Russes de contrôler, si vous voulez, les 4 ports des quatre ensembles maritimes. Ils seraient à Tobrouk en Libye, ils pourraient être dans le Mozambique, éventuellement Maputo. Ensuite, ils sont à Port-Soudan. Évidemment, il leur manque plus qu'un port sur l'Atlantique. Ça pourrait être évidemment Dakar, ça pourrait être aussi Sao Tomé, puisqu'ils ont signé un accord avec Sao Tomé il y a quelques mois sur le sujet. Venons-en aussi à la situation au Tchad. Une annonce similaire a été faite presque simultanément hier. Vous avez écrit d'ailleurs à ce propos. C'est une déflagration. Nous n'avons pas été proactifs, embourgeoisés dans notre relation fraternelle avec le continent. Trop d'arrogance et trop de suffisance. Je vous cite là, les mots sont durs.
Ben, j'ai pas l'habitude comment dire, de ne pas communiquer ou de ne pas parler, puisque je pense que c'est très important d'avoir un langage qui soit très clair. Le problème, c'est qu'on n'a rien vu venir. Faut se rappeler que le président tchadien a été reçu par Poutine ce mois de janvier. Le deuxième point, au mois d'avril, les Tchadiens ont commencé à envoyer des courriers aux Américains remettant en cause le positionnement américain au Tchad. Le troisième point, Lavrov, on l'a oublié, est venu à Djamena au mois de juin. Ensuite, on a un autre sujet qui est très gênant, c'est l'ouverture d'une enquête par comment dire, le parquet financier français sur une vente de costumes du président, enfin un achat de costumes du président tchadien. Ce genre d'enquête, si vous voulez, ne favorise pas le rapprochement des relations entre deux pays. Donc tous ces faits-là font qu'en fait, il y a des coups de boutoir de nos compétiteurs, russes, chinois, américains, allemands, évidemment, les Émiratis, les Turcs, etc. Donc il y a des coups de boutoir de nos compétiteurs. Et puis intramuros, je dirais en franco-français ou en franco-africain, on n'arrive pas à gérer. En fait, on est sur un modèle où on ne fait pas de proposition. On est sur un modèle dans lequel on se rétracte, mais on n'a pas de contre-proposition. En fait, très concrètement, on est surpris par le départ du coup, on n'arrive pas à le gérer. Et c'est vrai qu'il y a un point fondamental, c'est qu'on n'a pas pris en compte la notion de souveraineté des États africains et entre autres, cette notion d'empreinte minimum. On est trop présent et on n'a pas senti que les Africains souhaitaient une présence minimum. Donc il faudrait en tirer les leçons si on ne veut pas, si la France ne veut pas voir la Côte d'Ivoire ou le Gabon prendre des décisions comme le Tchad ou le Sénégal? Alors c'est très compliqué évidemment parce que encore une fois je ne peux pas le dire à l'instant où je vous parle parce que les États africains sont évidemment souverains, donc il y a un débat qu'il faut engager. Je pense qu'il a été engagé par M. Bockel à l'occasion de ces 2 années de mission qu'il a eues. Le problème c'est que j'ai le sentiment que les événements vont extrêmement vite et qu'on est un peu en retard d'une proposition. Donc il faut être capable de rénover, de repenser notre politique de coopération et de défense, la repenser intégralement et redéfinir, comment dire, une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. Simple mot. Le mot de politique africaine est à rayer totalement. On doit avoir une politique franco-sénégalaise, franco-ivoirienne, franco-congolaise, franco-mauritanienne, etc. Évidemment, il faut singulariser notre coopération avec chacun des États. Merci beaucoup Pierre de Jong. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.